Pendant 12 ans, de 1933 à 1945, Adolf Hitler a été le maître de l'Allemagne. Résultat, une guerre mondiale, un génocide, 50 millions de morts. À la fin de la guerre, les nazis seront mis hors d'état de nuire. Mais pas tous. Alors commence la traque des nazis. Ceux qui avaient réussi à échapper au châtiment, comme Lischka, Gestapo de Paris, ou Barbie, Gestapo de Lyon, ont été pourchassés sur la planète par des êtres d'exception, comme l'Autrichien Simon Wiesenthal, rescapé des camps, par une jeune Allemande qui a refusé l'oubli, Beate Klarsfeld, son mari le Français Serge Klarsfeld, un autre survivant juif. Seul dans un monde qui voulait oublier, avec obstination et courage, malgré les menaces et les attentats. Ils ont mené 60 ans de traque des criminels nazis, au nom de la justice et de la mémoire. Ce genre de crime ne doit jamais être oublié, ni impuni. La guerre est finie, le Troisième Reich est vaincu. Les Allemands sont obligés d'enterrer les morts, les dernières victimes du long massacre. Déportés exténués ou exécutés par la dernière balle du dernier soldat de l'armée folle. Les Alliés occupent l'Allemagne et son cœur, le grand stade de Nuremberg. Ils commencent par se débarrasser du symbole des nazis, la croix gammée. Ici, les nazis acclamaient leur Führer, leur chef, Adolf Hitler. Les nazis, c'étaient les 7 millions de membres du Parti national-socialiste. Les cadres et les relais d'une dictature fondée sur le racisme, la haine de la pensée, le mépris de la vie humaine. Les Allemands devaient lire un livre, Mein Kampf, Mon combat. Ramassis d'imprécations contre les Juifs, qu'Hitler appelle des créatures. Beaucoup d'Allemands ont soutenu Hitler dans un temps de désespoir social. Ils ont admiré ses victoires, partagé l'exaltation de la grandeur allemande. Ensuite, ils n'ont pas pu faire autrement qu'obéir. En 1945, ils ne pensent plus qu'à leur survie. Dans les ruines de Berlin, une petite fille. Elle s'appelle Beate Kunzel. Elle a 6 ans, comme la guerre. Ses parents sont des gens modestes. Sa mère, comme tant d'autres, cherche à savoir si son mari est toujours en vie. Kurt, il s'appelait Kurt. Il devait entrer en guerre sans enthousiasme parce qu'il n'était pas nazi, il n'était pas résistant non plus. Il était fait prisonnier par les Britanniques. Ils avaient tous en commun, c'était se plaindre que les Allemands avaient perdu la guerre, qu'on avait perdu les appartements. Donc c'était plutôt leur occupation des Allemands, c'est de dire « oh là là, nous les pauvres Allemands ». L'Allemagne de 1945 est un immense piège pour les nazis. Des dizaines d'équipes de militaires et policiers américains, britanniques, français et soviétiques passent au crible toute la société allemande.
beaucoup de nazis se sont fondus dans la masse des prisonniers de guerre allemands. La plupart de ces soldats et de ces officiers estiment n'avoir rien à se reprocher. Mobilisés, ils ont combattu pour leur pays. Mais c'était aussi pour Hitler. D'autres se cachent. Les SS, la garde d'Hitler et des camps, les assassins d'Oradour et 1000 autres massacres. Pour débusquer les SS, les Alliés vont trier les prisonniers un par un, en leur faisant lever le bras. Les SS ont un tatouage spécial sous le bras, leur groupe sanguin, un signe d'appartenance, indélébile, mais aussi utile en cas de blessure. Les Britanniques capturent le chef des SS, Heinrich Himmler. C'était lui le maître de la mort. On le voit ici visiter l'un de ses camps, près de Minsk. Il se pince le nez. Ses victimes sentent mauvais. Ce document britannique montre Himmler mort. Étrange mise en scène. Après avoir été fouillé, Himmler aurait avalé une ampoule de cyanure dissimulée dans sa bouche. On peut en douter. Himmler n'a-t-il pas été aidé pour le réduire au silence? Il avait plusieurs fois négocié en secret avec les Britanniques. Le maréchal du Reich, Hermann Göring, numéro 2 du régime, est capturé en grand uniforme, s'imaginant qu'il va traiter avec les Alliés. Il donne une véritable conférence de presse, devant 10 caméras, dont une en couleur. Ces images vont choquer l'opinion américaine, qui ne comprend pas qu'on ait autant d'égards envers un tel criminel. Du coup, les autres grands nazis sont montrés avec plus de distance, comme Speer, le ministre de l'Armement, arrêté en même temps que le chef d'état-major, le général Jodl, et le grand amiral Karl Dönitz, successeur d'Hitler. Ils ne savent pas ce que les Alliés vont faire d'eux. Les Britanniques arrêtent les derniers ministres du dernier gouvernement allemand nommé après le suicide d'Hitler. Parmi eux, ils découvrent soudain un visage suspect. Ce n'est pas Hitler, mais le doute sur le suicide va longtemps subsister. Pourtant, à Berlin, dans ce qui est désormais la zone soviétique sous les ruines de la chancellerie du Reich, à demi enterré à quelques mètres du bunker du Führer, les Russes disent avoir retrouvé les ossements d'Hitler. Pour le monde entier, il est le coupable, le responsable. Il a eu le pouvoir de transmettre une énergie, une volonté, une férocité aux pires éléments de son peuple avec l'aide d'autres criminels. À commencer par Joseph Goebbels, l'inventeur de la propagande d'État. Am 13. Januar wird sich das deutsche Saarvolk einmütig zum Reich und zur Staatsidee Adolf Hitlers bekennen. Goebbels s'est suicidé pour échapper à la capture. Les Alliés découvrent tous les jours de nouvelles horreurs. Toute l'étendue de l'Holocauste, la Shoah, la mise à mort de 6 millions de Juifs. Et ils le montrent aux Allemands. Au camp de Bergen-Belsen, qui vient d'être libéré, les morts côtoient les vivants. Un déporté médecin écrit « La restriction en protéines crée les œdèmes.
L'absence de fer anémiait les épidermes, ulcérait les gencives et entraînait des troubles de la marche. L'insuffisance de la ration quotidienne avait pour résultat un amaigrissement extrême et entraînait une incoercible diarrhée. L'hygiène du camp était volontairement horrifiante. Les paillasses, imprégnées des déjections des mourants, étaient couvertes de crachats desséchés. Les tuberculeux couchaient avec les dysentériques et les scarlatineux avec les blessés. La plus grande partie des gardes SS est capturée, comme ici, à Bergen-Belsen, Joseph Kramer, le commandant du camp. Les gardiennes SS, aussi inhumaines que les hommes, assises sur les tas de cadavres, attendent leur sort, qui sera implacable. Pour Maria Mendel, la bête d'Auschwitz. Pour son amie, la féroce Elisabeth Ruppert. Pour Ilse Koch, la chienne de Buchenwald, tristement célèbre pour sa collection de tatouages prélevés sur les déportés. Ces abat-jours, en peau humaine. Ces coupes anatomiques, dont certaines, envoyées dans les universités, serviront longtemps aux étudiants en médecine allemand. Ou ces presse-papiers dont le plus connu, la tête réduite d'un officier russe, servira de pièce à conviction à Nuremberg. Les SS, avant d'aller en prison, enterrent leurs victimes avec l'aide des capots, des déportés, souvent de droit commun, qui devaient leur vie à leur servilité brutale. Beaucoup de capots ont été lynchés sur place, à la libération des camps, par les déportés les plus valides. D'autres déportés vont aider à les identifier et à les arrêter tous. Parmi les déportés, un juif autrichien, Simon Wiesenthal. Sa famille a été assassinée, il a survécu par miracle. Ou plutôt parce qu'il s'était juré de survivre, après qu'un garde SS lui ait dit en 1943 « Toi le juif, si tu survis et que tu arrives à New York, qu'est-ce que tu raconteras ?» Wiesenthal avait répondu « Je dirai tout. » Et le SS avait ricané « Personne ne te croira. » Un autre miracle. Wiesenthal retrouve sa femme, déportée comme lui. Il rentre dans sa ville de Linz et décide de consacrer sa vie à la traque des criminels nazis. Il faut enquêter sur chaque cas. Les nazis sont-ils tous des criminels? Et les criminels sont-ils tous des nazis? Wiesenthal veut la justice, pas la vengeance. Nous autres qui étions dans les camps de concentration, nous autres juifs, qui sommes encore en vie, nous avions perdu notre foi en la justice. Alors, lorsque ces gens sont arrêtés, condamnés et exécutés, cela nous donne l'impression que la justice existe ou peut exister et qu'il s'agit de la retrouver. Car si nous ne croyons plus à la justice, à quoi bon continuer à vivre? Mais en 1945, dans tous les pays libérés, le sentiment de vengeance submergeait les consciences. Les collaborateurs des Allemands devaient payer, tout de suite. En France, à Vichy, un chef de la milice qui luttait contre la résistance est lynché par la foule. À Paris, les deux policiers français devenus tortionnaires de la Gestapo, Bonnier et Lafont, sont exécutés.
Prague, Jaros, qui avait aidé Hitler à démembrer son pays. À Rome, cérémonial de la honte pour Caruso, le chef de la police fasciste, fusillé dans le dos. Les Alliés sont partagés. Churchill voudrait continuer à les fusiller tous, mais Roosevelt dit « Il sera plus équitable et efficace d'ouvrir un procès régulier qui fournira aux générations futures un dossier complet des forfaits et des crimes nazis. Ce serait alors le premier procès international de l'histoire. » Le palais de justice de Nuremberg est choisi, parce qu'il est l'un des rares grands bâtiments de ce genre encore debout. Nuremberg, où Göring avait proclamé les lois raciales. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Göring, qui n'est plus qu'un prisonnier, avec tous les autres grands dignitaires du Reich. Pendant 3 mois, des prisonniers de guerre allemands remettent en état la salle d'audience. Ce sont des SS. Jusqu'ici, ils faisaient travailler les déportés. Les Américains leur font aménager une cabine de projection. Les correspondants de presse du monde entier s'installent pour le procès dit des criminels de guerre. Le procès va durer 1 an, jusqu'en octobre 1946. Les 22 plus hauts dirigeants nazis encore en vie vont être jugés. Göring a beaucoup maigri. Drogué, il a dû subir une désintoxication en prison. Le fier amiral Dönitz, vieilli, voûté. Suivi de Rudolf Hess, qui fait un petit salut méprisant. Celui qui fut le dauphin du Führer s'était envolé pour l'Angleterre en 1941 pour négocier la paix, sans succès. Il avait déjà passé la guerre en prison. Göring accueille Gognard, celui qu'il a toujours traité d'imbécile, Ribbentrop, le ministre des Affaires étrangères, suivi de Baldur von Schirach, le chef des jeunesses hitlériennes. Réunion mondaine, alors qu'il risque la peine de mort. Comme le maréchal Keitel, qui claque des talons. Il est accusé de crimes de guerre, avec son adjoint, le général Jodl. Ils ont couvert les exécutions sommaires des commissaires politiques soviétiques, toutes les horreurs perpétrées sur le front de l'Est. Un soldat allemand a filmé la séparation déchirante d'une mère russe et le meurtre de son enfant. Devant ces pendus, la pancarte « Ces Juifs ont insulté la Wehrmacht ». Il valait mieux qu'ils soient respectueux, les Juifs, envers les soldats allemands. Alfred Rosenberg, théoricien fumeux de l'antisémitisme, a poussé jusqu'au délire le mythe de la race supérieure. Dans toute l'Allemagne, il a répandu son venin, relayé par des journaux comme le Stürmer, qui titrait « Judaïsme criminel ». Son directeur, Streicher, au premier rang des accusés, prédisait en 1935 la solution finale. Des idées qui entraînaient des massacres.
Quelle responsabilité que celle de Franz von Papen, qui fut chancelier d'Allemagne avant Hitler et qui a facilité son accession au pouvoir. Mais qui pouvait se méfier? Ces nazis, si anticommunistes, si rassurants en civil, ils ont des idées un peu extrêmes, mais la pratique des affaires va les assagir. Eh bien non. En quelques mois, le bon gros Göring s'est mué en satrape. Et il a ouvert le premier camp de concentration, à Dachau, près de Munich. Pour y enfermer d'abord les communistes, les sociodémocrates et les syndicalistes. Il a fallu créer des annexes à Buchenwald et à Mauthausen. Les criminels vont comparaître devant des juges britanniques, américains, soviétiques et français. Tout sera filmé à la lumière de puissants projecteurs qui incommoderont les accusés. Kaltenbrunner, chef de la Gestapo, est évacué vers un hôpital militaire. Il avait fait décapiter devant lui Hans et Sophie Scholl, les deux jeunes résistants allemands. Rudolf Heiss n'en peut plus, mais il est aussi soupçonné de simuler la folie. Tels sont ces hommes, montrés ici comme les symboles vivants du mal. Tous les pays victimes des nazis sont représentés par des procureurs et toutes leurs langues traduites en simultané grâce à un système mis au point par la société américaine IBM. Sans s'être renseigné au préalable auprès du gouvernement du Reich. Les chefs d'accusation, complot contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Pour la première fois va être donnée une définition du crime contre l'humanité dans le droit international. C'est l'assassinat, l'esclavage, les persécutions raciales, tous les actes inhumains commis contre des populations civiles. Pour la première fois aussi, la principale pièce à conviction est un film, précédé par un avertissement signé du grand réalisateur John Ford. Pour couper court à tout négationnisme, il certifie que les prises de vue ont été réalisées sans trucage. Le film s'ouvre sur une carte impressionnante des centaines de camps nazis. Pour la plupart des accusés, c'est un choc. Ils n'étaient pas tous au courant, ou ne voulaient pas l'être. Finalement, l'un des plus compromis serait Speer. Dans ses usines d'armement, les déportés mouraient en masse. Sauckel fournissait aussi les esclaves du STO, le service du travail obligatoire. Ces camps étaient des camps de concentration. On y mourait beaucoup, de faim, de froid, de mauvais traitements, d'épuisement. Mais d'autres camps étaient des camps d'extermination, destinés à tuer en masse des gens en bonne santé, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants, au moyen du gaz mortel Zyklon B, répandu dans les chambres à gaz. Et des crématoires pouvaient brûler des milliers de corps chaque jour. Une survivante d'Auschwitz vient témoigner. Communiste, elle avait été déportée pour fait de résistance. Êtes-vous témoin direct Oui. de la sélection à l'arrivée des convois? Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train.
On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par 2 rangées de fils de fer barbelés. Nous voyions donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises. Que peuvent dire les accusés? Voici quelques-unes de leurs dernières déclarations. Göring. Ich habe alles getan, ihn durch Verhandlungen zu vermeiden. Ribbentrop. Was wir beabsichtigten, war, unsere elementarsten Daseinsbedingungen wahrzunehmen. Kaltenbrunner. Die Konzentrationslager für die Vernichtung jüdischen Menschenlebens, für Einsatzgruppen und anderes mehr. Dies alles entspricht weder dem Beweisergebnis noch der Wahrheit. Rudolf Hess a demandé à parler exceptionnellement assis en raison de son état de santé. Ich bin kein kirchlicher Mensch. Ich habe kein inneres Verhältnis zu den Kirchen. Aber ich bin ein tief religiöser Mensch. Ich bin überzeugt, dass mein Gottglaube stärker ist als der meisten anderen Menschen. Seul Keitel est digne, en soldat. Es liegt mir fern, meinen Anteil an dem, was geschehen ist, zu verkleinern. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Cela ne le sauvera pas. Le tribunal se retire pour délibérer. Mais les hommes seront-ils à la hauteur de l'histoire? Les juges se disputent pour sauver quelques têtes, comme celle de Speer, qui a rendu des services aux Alliés en donnant les plans de l'industrie japonaise, ou de von Papen, qui a de bonnes relations. Les soviétiques renâclent. La plus grande partie des accusés est condamnée à mort, comme Göring, Kaltenbrunner, Rosenberg, Sauckel, Streicher, Ribbentrop. Göring parvient à se suicider, malgré une surveillance constante. Qui lui a donné le cyanure? Pourquoi le garde a-t-il relâché sa vigilance? Sympathie ou corruption? Les exécutions ont lieu immédiatement, dans la nuit du 15 au 16 octobre 1946. Après les hauts dirigeants, vient le tour de ceux qui leur ont obéi avec tant de zèle.
les seuls alliés occidentaux jugent et pendent 794 criminels nazis, dont Kramer, le commandant de Bergen-Belsen. Un autre commandant de camp va être pendu. Amon Goeth. C'est lui, le vrai chef de camp du film « La liste de Schindler ». Il s'amusait à tuer les déportés à coups de fusil. Sa fin sera longue. Le bourreau a mal calculé sa potence. Le bourreau s'énerve. Goeth survit à 2 pendaisons, pour mourir à la 3e. Le bourreau est enfin satisfait. À l'Est, des centaines d'exécutions, toujours en public, toujours filmées, avec de terribles détails. Le châtiment des peuples qui ont souffert. À la prison de Landsberg en Bavière, les Américains pendent des médecins. Le docteur Klaus Schilling avait pendant 2 ans au camp de Dachau inoculé le paludisme aux déportés pour essayer de nouveaux traitements. Son raisonnement ? Tant qu'à faire que ces gens meurent, qu'ils servent à quelque chose. De nombreux médecins allemands se sont ainsi précipités pour profiter de cette occasion unique donnée par les nazis de fournir d'innombrables cobayes humains de tous âges et de toute provenance. Le médecin allemand d'Auschwitz, le docteur Joseph Mengele, écrivait en 1943 à son professeur « Quelle merveille! C'est la première fois que je vois un estomac en fonctionnement. » Il pratiquait des expériences génétiques sur les jumeaux pour prouver les théories raciales hitlériennes. Mengele est passé à travers les mailles du filet. Combien de criminels nazis se sont ainsi fondus dans la masse des millions de réfugiés qui parcourent encore l'Allemagne dans tous les sens? Certains sont d'ailleurs tout simplement restés en Allemagne, parfois même avec leur vrai nom. Des noms comme Hagen, Lischka, Heinrichson, pourtant recherchés pour leur forfait en France. Ils n'ont pas conscience d'être des criminels. Ils ont fait leur devoir. Pourquoi seraient-ils inquiétés? Mengele, lui, n'a pas le choix. Son nom a été cité à Nuremberg, au procès des médecins. Il a été condamné par contumace. Il se sait recherché. Il s'en sort surtout parce qu'il est l'un des rares SS à n'avoir pas été tatoué. Il a des moyens et des relations qui lui permettent de prendre, comme d'autres, la fameuse route des rats. Une filière organisée de longue date par les nazis. À travers les Alpes, vers l'Italie, le Moyen-Orient hostile aux Juifs, où ira le gestapiste Brunner, ou l'Espagne franquiste, et l'Amérique du Sud, où les chasseurs de nazis iront les débusquer un jour. L'Argentine, son dictateur Juan Perón, et sa femme Evita sont notoirement favorables aux nazis. L'armée argentine a été équipée et entraînée par la Wehrmacht. Une puissante communauté allemande a toujours célébré Hitler.
des établissements bancaires allemands sont là pour accueillir le trésor des SS. Les Alliés en avaient retrouvé une petite partie en libérant les camps. Les déportés, à leur départ, avaient la consigne de prendre leurs objets de valeur. Cela les aiderait dans leur nouvelle vie, leur disait-on. Les SS récupéraient l'argent, les alliances, les dents en or, fondaient le tout et faisaient passer les lingots en Suisse, où Evita Peron s'était rendue discrètement après la guerre. L'or change de main. 300 fugitifs nazis peuvent entrer en Argentine avec de faux papiers, mais de vrais titres de voyage délivrés par la Croix-Rouge, parfois avec l'aide de certains bureaux du Vatican, peu regardants ou même complices. En tout cas débordés par l'afflux des réfugiés. C'est ainsi que s'enfuit vers l'Argentine le SS Adolf Eichmann. Eichmann, l'organisateur de la solution finale, le planificateur du crime, l'aiguilleur en chef des trains de la mort. Ces convois de déportés de toute l'Europe roulent vers les camps d'extermination. Des trains prioritaires jusqu'à la fin du Reich et le dernier souffle d'Hitler. Eichmann qui revient, la nuit, dans les cauchemars de Wiesenthal. Je pense à lui sans arrêt, dit Wiesenthal. Pour moi, c'est maintenant lui, le criminel numéro 1. Mais où se cache-t-il? Est-il seulement encore vivant? Wiesenthal s'est forgé un réseau de survivants des camps. Du monde entier, les lettres arrivent, mais aussi des dénonciations de nazis par d'autres nazis. C'est ainsi que Wiesenthal met la main sur un document exceptionnel, le registre officiel de la SS. J'ai payé ce livre $500 à un ancien membre de la Gestapo. Oui, un ancien membre du parti qui vivait dans un village. Après la guerre, il s'était rendu compte que les nazis importants, qui avaient participé à tous les grands massacres, ils avaient maintenant beaucoup d'argent, de bonnes voitures, de belles affaires. Et lui, il était resté petit. Alors il est venu me voir et il m'a dit, pour ma conscience, je vais vous raconter ce que je sais. C'est ainsi que Wiesenthal retrouve la piste d'Adolf Eichmann, devenu Ricardo Clement. Wiesenthal sait qu'il est vivant, mais où est-il? Eichmann s'est d'abord caché dans une ferme de la Pampa. Le grand tueur a élevé des lapins. Il a connu d'autres petits boulots, rien de très glorieux. Mais au moins, il s'est cru à l'abri. Tout comme ces anciens nazis qui ont pensé que le salut était au bout du monde. Le bout du monde, c'est Bariloche, une petite bourgade des Andes. Les fugitifs se font construire des chalets dans le style de la Bavière, en rêvant à la résurrection du nazisme. Loin d'eux désormais, l'Allemagne se reconstruit lentement, avec toutes ces Trümmerfrauen, ces femmes des ruines, qui s'épuisent à les relever. Les Allemands ont aussi besoin de retrouver la mémoire. Mais les rares qui s'y essaient ont bien du mal. Wiesenthal est isolé. Il a le sentiment qu'il faudra une autre génération pour faire face à un tel passé. Les enfants de l'Allemagne année zéro grandissent dans le mutisme de leurs parents, comme Beate. Des parents qui faisaient partie de la majorité silencieux, qui ont voté pour Hitler. Mes parents n'étaient pas des résistants, c'était pas des nazis non plus, mais c'était leur... en principe, c'était ces familles qui racontaient rien aux enfants. On ne se posait pas de questions. J'ai vécu à Berlin,
une ville quand même qui était frontalière avec une autre partie d'un monde, le monde communiste, et nous on a vécu dans le secteur occidental, disons des Anglais. Et donc j'ai vu une ville divisée et puis des forces d'occupation, ça m'a certainement formée. Pourtant, Beate a sous les yeux le spectacle de la prison de Spandau, où sont enfermés les criminels de guerre qui n'ont pas été pendus à Nuremberg. Les Berlinois viennent assister à la relève de la garde de ces 4 puissances occupantes. Police militaire britannique ou américaine, gendarmes français, soldats soviétiques, enfermés dans les tours de guet par leurs propres officiers pour les empêcher de s'enfuir à l'ouest. La prison de Spandau. Un immense ensemble carcéral moyenâgeux, absolument hors de prix, pour 7 prisonniers, dont Rudolf Hess, le dauphin du Führer, condamné à vie, qui va tapisser sa cellule de photos de la Lune. Albert Speer, le ministre, l'ami d'Hitler, condamné à 20 ans. De l'autre côté de ces murailles, en secteur soviétique, des banderoles protestent contre l'absence à la prison de Spandau de von Papen. Comment cet homme, qui avait favorisé la prise de pouvoir d'Hitler, avait-il pu être acquitté à Nuremberg? Des manifestations organisées par les soviétiques entraînent l'ouverture d'un procès dans l'autre partie de l'Allemagne. Von Papen est de nouveau arrêté et jugé par un tribunal ouest-allemand. Il est condamné à 8 ans de travaux forcés dans un vaste mouvement de dénazification. Des millions de nazis ou sympathisants sont inquiétés. 100 000 condamnés. Mais la mémoire a toujours du mal à sortir de son sommeil. Ensuite, les procès se font plus rares. Les Allemands veulent oublier le nazisme. Ils veulent tourner la page. Même ceux qui ont été tatoués à leur arrivée à Auschwitz.